Salut, bienvenue dans ce nouveau numéro de Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. C'est le 10e de la saison, c'est aussi le premier après le décès de David Stern, l'homme qui a emmené la NBA au niveau où elle est aujourd'hui. Si on vous parle tous les vendredis, ou presque tous les vendredis de NBA pendant une demi-heure, s'il y a autant d'articles aujourd'hui dans l'équipe, c'est parce que cet homme, David Stern, a fait de la NBA un produit planétaire et, faut-il le dire, ultra sexy. Donc c'est un petit peu un hommage aujourd'hui que ce numéro, qui est surtout le premier de l'année 2020. On est à l'époque des vœux, donc on vous souhaite le meilleur. On vient à peine de passer l'époque des bilans, on rentre gentiment dans celle des prévisions et autres prospectives, donc nous on va pas déroger à la règle. Ce serait manquer une belle occasion que de se plonger nous-mêmes dans ce qui va nous attendre dans les mois qui viennent. Qu'attendre de l'année 2020 au NBA, tel est donc le thème de ce Step Back, ou plutôt le fil conducteur, car des thèmes et des sujets, il y en aura beaucoup. On va les aborder de manière chronologique, je l'espère dynamique et concise. On va donc vous parler successivement de la trade deadline, du All-Star Game, des playoffs, des récompenses de fin de saison ou encore de la draft. Le but, vous donner à chaque fois les grandes lignes, ce qui va se jouer, et aussi d'ailleurs vous donner un petit peu nos prédictions, il faut bien se mouiller. Et pour cela, je serai accompagné aujourd'hui de Gaëtan de la Folie. Bonjour Gaëtan. Bonjour à tous. De Maxime Mallet à New York. Bonjour Max. Salut. Et d'Alessandro Pitus. Salut Sandro. Bonjour à toutes et à tous. Allez, on a beaucoup de choses à discuter, c'est pour ça que pour une fois j'ai fait court dans cette introduction, comme quoi j'en suis capable. Allez, début du game. Premier sujet qu'on va aborder, tout simplement parce que chronologiquement c'est la première chose qui va nous intéresser, c'est la trade deadline. Ce sera le 6 février, à peu près comme l'an dernier c'était le 7, c'est-à-dire la fin des transferts à l'intérieur de la saison. L'année dernière, il y a plus de 50 joueurs avaient changé d'équipe dans les 2 derniers jours. Des joueurs comme Marc Gasol, Tobias Harris, Harrison Barnes, Enes Kanter ou encore Jonas Valanciunas. Donc pas forcément des ultra superstars, mais quand même du beau monde. Cette année, je laisse la parole ouverte à qui veut la prendre. Qui on voit comme grand joueur ou très bon joueur qui pourrait partir? Sandro. Moi, je vais répondre Kevin Love, qui est l'ailier fort de Cleveland. Je pense que, vu la situation de Cleveland et l'envie qu'a déjà exprimé Kevin Love de jouer pour le titre, que Cleveland a tout intérêt à l'échanger avant la trade deadline. C'est un joueur qui a encore de la valeur. Je ne sais pas s'il a encore beaucoup de valeur, mais en tout cas, il a de la valeur. C'est un joueur qui tourne aujourd'hui à 16,5 points pour une dizaine de rebonds quand même. Et il pourrait renforcer une équipe qu'on pourra appeler contender, chez les contenders à l'ouest ou peut-être à l'est. Mais je pense que si j'avais un joueur là que je devais choisir dans la liste, et ils sont beaucoup, je dirais quand même Kevin Love. Max, de qui on parle aux États-Unis? Kevin Love fait partie effectivement des noms cités? Oui, c'est souvent des équipes, on va dire parmi les vendeurs. On va chercher les équipes qui sont pas très bien placées au classement, donc qui ont pas trop d'espoir de faire les playoffs. C'est souvent comme ça que ça s'organise. Il y a des joueurs aussi. Il y a Drummond peut-être aussi de Détroit dont on entend parler. Qui a d'autres, DeRozan, San Antonio. Enfin, il y a comme d'habitude à cette période, il y a énormément de noms qui circulent. Mais comme très souvent, c'est ceux dont on n'entend pas parler que tout à coup il va y avoir une énorme transaction. Donc c'est toujours compliqué de se projeter parce que les discussions les plus efficaces sont souvent les plus secrètes. Donc pas forcément un André Iguodala ou un Chris Paul dont on a déjà beaucoup parlé. Gaëtan, Evan Fournier, l'interview qui avait été faite dernièrement par Amaury pour nous aux États-Unis. Il disait que c'était tout à fait possible finalement, tout à fait ouvert, puisqu'il peut partir en fin de saison. Oui, c'est ce qu'il disait, c'est le business, tout peut arriver en NBA, et lui, il se prépare, enfin il s'y prépare pas, mais dans un coin de sa tête, il sait qu'il y a cette possibilité. Après, je vois mal l'intérêt du Magic de s'en séparer maintenant, puis pour récupérer qui Evan Fournier aujourd'hui c'est le leader d'Orlando Magic, ça tourne plutôt bien avec lui. Après là ils ont Jonathan Isaac qui va être absent pour plusieurs semaines. Est-ce que c'est le moment pour eux de se reconstruire? Je sais pas, j'imagine mal Evan Fournier bouger là maintenant tout de suite. Bon, l'intérêt pour le Magic c'est de pas avoir les mains vides s'il active pas son option à la fin de l'année, parce que s'il le fait et qu'il prolonge pas avec Orlando, ils auront une main derrière, une main devant et rien du tout après le passage de Fournier, alors que là ils peuvent récupérer éventuellement une équipe qu'il voudra, et il a pas un salaire dément, pourra lâcher un petit premier tour et c'est quelque chose qui peut être très utile quand on cherche à se reconstruire.
On verra. D'ailleurs, comme tu l'as dit, c'est souvent au dernier moment que ça se joue. Je vous rappelle que si on remonte il y a quelques années auparavant, des joueurs comme Dominic Wilkins avaient changé à ces moments-là. Je me souviens à l'époque échangé contre Danny Manning, donc ça peut aller très vite. Deuxième sujet, et oui, car aujourd'hui on fuse dans les sujets. C'est le All-Star Game, ça aura lieu le 16 février à Chicago. Ce sera la 3e fois que ça a lieu dans la plus grande ville de l'Illinois, mais la première fois au United Center, alors que ça fait déjà un quart de siècle qu'il est ouvert. Le but, c'est pas de vous expliquer qui sont les 24 joueurs qui vont être retenus et répartis dans la team LeBron et probablement la team Giannis, j'imagine que ce sera comme l'an dernier, mais plutôt quels sont les petits nouveaux qu'on pourrait trouver. On a eu les premiers temps de passage hier qui ont été dévoilés et pour l'instant on a vu que des joueurs comme Luka Doncic, c'est évidemment pas une surprise, mais peut-être plus Trae Young ou Pascal Siakam peuvent être All-Star et titulaires, donc sûrs de l'être avant même le choix des coachs. Encore une fois, une question ouverte à qui veut prendre la parole. Qu'est-ce que vous voyez comme nouveau All-Star cette année en NBA ? Doncic, c'est peut-être pas une surprise, mais qu'il soit carrément en tête de tous les votes de tous les joueurs. Là, c'est peut-être une surprise quand même de voir sa folle ascension et la popularité qu'il a gagné hyper vite. Ouais, Trae Young, t'en parlais, qui est premier chez les arrières à l'Est. C'est étonnant. Après, c'est un joueur hyper spectaculaire qui marque énormément de points. Précisons que Trae Young est à 443 000 voix, Irving 432, Walker 432. Il y a 2 postes, il peut très bien ne pas être titulaire, mais il y a honnêtement, Sandro, il y a peu de chances que Trae Young, qui rappelons-le est dans le top 5 des marqueurs et des passeurs dans sa 2e année en NBA, ne fasse pas le All-Star Game. Oui, non, mais il va très certainement faire le All-Star Game. Quand on a 430 000 voix au premier temps de passage, souvent c'est quand même une garantie qu'on va. Il y a quand même les votes des journalistes et des joueurs qui vont s'ajouter. C'est que 50% du vote les fans. Après, franchement, je me fais pas trop d'inquiétude pour Trae Young à ce niveau-là, parce qu'il est quand même assez apprécié et c'est un joueur spectaculaire qui fait des jolies stats. Après, ce qui peut peser contre lui, et je pense que Max allait le dire, c'est que voilà, Atlanta est la pire équipe de la ligue avec le plus mauvais bilan, donc malheureusement ça va jouer contre lui, mais je pense qu'il a les faveurs des fans. Je pense que les journalistes l'apprécient beaucoup. À chaque fois que je lis des articles sur Trae Young aux États-Unis, c'est toujours très élogieux. On le voit comme un leader qui fait un meneur qui va compter dans le futur et qui compte déjà pour Atlanta et qui fait des gros cartons chaque soir quand il joue. Donc je pense que à ce niveau-là, il va être récompensé. Pour rester à l'aise tu nous demandais un peu les petits nouveaux qu'on verrait bien. Moi, j'ai quelques noms pour toi. Bam Adebayo du Miami Heat. Alors, Jimmy Butler a de bonnes chances d'en être. Est-ce que Miami arrivera à placer 2 joueurs ? Je trouve que Adebayo, sur l'importance qu'il a dans le jeu de Miami, qui est une des plus belles équipes à l'Est, une des meilleures défenses dans sa progression, il mériterait peut-être un joueur des Pacers. Alors est-ce que ce sera Brogdon, est-ce que ce sera Sabonis, mais voilà, il y a je te donne mon avis, ça me paraît compliqué. Je verrais plutôt un deuxième joueur de Boston. Moi aussi, ouais. Tatum ou Jaylen Brown. Sandro, tu prends lequel? Les deux. C'est dur. Oui, ils ont quasiment les mêmes stats. C'est vrai qu'ils ont quasiment les mêmes stats. C'est très difficile. C'est vraiment. Je me posais la même question juste avant qu'on se mette à discuter de ça. Et je pense que je prendrais Tatum, mais c'est presque pas. Par rapport à Jaylen Brown, Jaylen Brown fait vraiment une saison. Très très bonne saison. Surtout, il a fait des progrès énormes. Il a très peu de déchets, je trouve. En tout cas, au niveau du tir, il a fait des gros progrès. Les pourcentages sont bons. Jason Tatum, c'est un peu moins bien, mais son jeu est tellement plus, j'allais dire, élégant. C'est vrai c'est un joueur un peu plus élégant, qui marque un peu plus les fans, qui est un peu flashy. Alors, c'est un très bon joueur aussi, qui tourne à 21 points de moyenne. C'est vrai que comme ça, on va dire que Jason Tatum, c'est plus un joueur de All-Star Game, je pense, que Jaylen Brown. En tout cas, pour les fans, en tout cas pour ce que représente le All-Star Game, je pense que Jason Tatum sera un meilleur choix, entre guillemets. Max, au niveau des Français, on en attend. On en a parlé déjà d'ailleurs dans pas mal de podcasts jusqu'à maintenant. On a 2 noms qui reviennent, Evan Fournier à l'Est, Rudy Gobert à l'Ouest. On en est où, là, au tout début de l'année 2020 par rapport à leurs chances? Il faudrait demander aux coachs parce que c'est eux qui vont avoir leur mot à dire là-dessus, qui vont voter, puisque c'est uniquement les coachs qui votent pour les remplaçants. Et c'est d'ailleurs le seul vote qui n'est pas rendu public parmi tous, donc il y a un peu de mystère. Mais oui, Rudy Gobert a de meilleures chances que Evan Fournier, parce que à l'Ouest, il y a notamment par rapport à l'an dernier les 4
All-Star de Golden State qui ne sont plus là, soit parce qu'ils sont blessés, soit parce qu'ils sont passés à l'Est et qui sont également blessés pour Durant, soit parce que le niveau de l'équipe est pas suffisant pour qu'on voit Draymond Green au All-Star Game. Donc il y a des possibilités à l'Ouest. D'Angelo Russell pour le coup. Ouais, et il y aura Doncic qui prendra une de ses places à l'Ouest. Il y aura sans doute Donovan Mitchell aussi. Après, ça va dépendre où est Utah dans une quinzaine de jours. S'ils arrivent à remonter 3, 4, éventuellement 2, parce qu'ils sont plus proches de la deuxième place que de la 7e derrière eux. Donc, s'ils remontent deuxième, ils auront obligatoirement 2 joueurs et donc on verra Gobert. S'ils sont un peu plus loin, c'est plus compliqué. Parmi un autre joueur qu'on verra peut-être pour la première fois, c'est aussi Devin Booker de Phoenix. Voilà, avec qui ça va se jouer. Est-ce que Lillard et Aldridge, qui sont des habitués, seront un petit peu plombés par la mauvaise saison de leur équipe? Ça va se jouer un petit peu autour de tout ça pour Gobert, mais il y a une opportunité avec ses absences par rapport à l'an dernier. Il y a des places à prendre. Et est-ce qu'on peut pas imaginer aussi Shai Gilgeous-Alexander, l'arrière ailier d'Oklahoma City, qui porte un peu cette équipe très surprenante qu'on annonçait dans les bas-fonds de la conférence Ouest et qui là, à l'heure où on parle, est 7e, s'accroche aux playoffs, tape de temps en temps quelques équipes et lui fait une saison assez exceptionnelle à 20 points, 5 rebonds dans une équipe qui gagne, qui est en playoff actuellement. Est-ce que lui aussi mériterait pas une petite place parmi les petits nouveaux? Rappelons que c'est un arrière. Alors là, je vais inverser les rôles. C'est toi qui pose la question et je vais répondre. Voilà, c'est un arrière à l'Ouest. Luka Doncic, James Harden, Damian Lillard, Russell Westbrook, Donovan Mitchell, ok, c'est le 6e en concurrence avec Devin Booker qui a été testé par Max, un mec comme Jamal Murray, puisque dans le fond Denver est très bien placé et ils en ont jamais qu'un seul, à chaque fois c'est Jokic, donc je pense que ça va être compliqué. Ça va être passionnant. Donc le All-Star Game, c'est le 16 février. On a le temps de revenir sur les annonces qui vont avoir lieu janvier. Je me souviens plus par contre ça. Jeudi 23 janvier, jeudi 30 janvier, 23 pour les titulaires et le 30 pour les remplaçants. Mais tu vas me dire, des annonces les jeudis, c'est parfait pour un podcast du vendredi, ça. Exactement. On a demandé à TNT de le faire le jeudi pour nous aider. On va passer au troisième sujet, les playoffs, tout simplement. Alors ça va vite, vous allez me dire, la discussion. Si on regarde les classements en ce début de l'année 2020, sachant que c'est quand même déjà bien avancé, on est quasiment à la moitié de la saison. On a 35-36 matchs joués, la moitié de la saison c'est 41. Donc en gros, dans une semaine ou deux, on y est. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à l'an dernier, ça a très peu bougé. 15 des 16 équipes potentiellement en playoffs sont les mêmes que l'an dernier. La seule qui a changé, c'est Dallas qui remplace Portland. La question que moi j'ai envie de vous poser, c'est pas savoir qui va terminer premier, deuxième, quatrième, quelles vont être les avancements du premier tour. On est quand même là, par contre, beaucoup trop en avance par rapport à ça. Mais c'est, est-ce que d'après vous, certaines équipes qui ne sont pas en play-off peuvent monter, voilà, dans la deuxième moitié de saison? Et à l'inverse, est-ce que des équipes peuvent descendre? Des équipes qui sont pour l'instant en play-off vous semblent possiblement en difficulté dans les mois qui viennent? Sandro, il y a quand même à l'Est, par exemple, c'est encore 2 places à jouer. Non, 2 places à jouer quand même. Je vais peut-être te surprendre, mais je pense qu'à l'Est, les jeux sont presque faits. En fait, je vois pas les 8 changer, là, les 8 qui en ce moment. C'est-à-dire qu'en gros, Brooklyn 7e, Orlando 8e, tu ne vois pas un Détroit, un Chicago remonter? Non, parce qu'en fait, je pense que sur la durée, c'est pas des. Enfin, Charlotte et Chicago, qui sont pour l'instant 9e et 10e, qui sont qu'à 1 et 2 victoires d'Orlando, qui est 8e. Je pense que sur la durée, n'arrivera pas à faire un run, en fait, n'arrivera pas à faire une longue série. Et même si Orlando ou Brooklyn, parce que Brooklyn n'est pas au top non plus cette saison, notamment à cause de toutes ces blessures de Kyrie Irving, de Kevin Durant, de Caris LeVert, ils vont peut-être avoir du mal, mais je pense pas que Charlotte et Chicago, même s'ils montrent des signes encourageants depuis le début de la saison, qu'ils arriveront à accrocher un spot de play-off. En tout cas, c'est ma conviction, mais là, comme ça, je ne pense pas. Max, New York a gagné 6 de ses 10 derniers matchs, dont les 3 derniers. Tu me vois arriver dans une équipe... Oui, mais eux, non. Orlando n'est à 15 victoires pour 19 défaites. Dans le fond, ils n'ont que 5 victoires de plus. Alors, donc non, New York, tu veux même pas répondre à la question, c'est ça? Non, c'est pas que je veux pas répondre, mais c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs sous contrat pour un an, qui donc va probablement vouloir, s'il y a des joueurs qui intéressent parmi eux d'autres équipes, va vouloir en profiter pour les échanger, récupérer un petit quelque chose en retour
pour pas les perdre pour rien du tout cet été. Et bon, ils sont pas loin, mais il y a quand même, ils sont à 6, ils sont avant-dernier à égalité avec Cleveland 13e. Mais voilà, il y a beaucoup d'équipes, quoi. Ils sont pas loin, mais il y a beaucoup d'équipes et c'est quand même une des équipes les plus faibles à domicile, hein, donc sans avoir vraiment de solidité à domicile. Ouais, alors ils sont aussi bons à l'extérieur oui, c'est vrai. qu'à domicile. Donc ça paraît quand même très compliqué, surtout que c'est une équipe qui ces dernières années a craqué à chaque fois autour de janvier, février. Donc voilà, après il y a un petit peu d'espoir qui est né, mais ils ont quand même battu surtout des équipes qui sont pas très fortes récemment. Et voilà, le calendrier a été un peu sympa. Ils ont réussi quelques exploits, mais j'ai du mal à les voir revenir, ne serait-ce que rêver au moment du All-Star Break de play-off. Ouais, je suis un peu du même avis que mes deux compères sur la conférence Est, même si c'est assez serré. Je pense que effectivement les spots 7 et 8 seront pour Brooklyn et Orlando, qui ont en plus un peu plus de vécu collectif, d'expérience pour aller jouer ces places-là. À l'Ouest, ça me semble un peu plus ouvert. Entre San Antonio qui est 8e, Portland, Phoenix qui sont juste derrière. De donner quand même les bilans, hein, parce que on a OKC qui a 19-15, qui a un peu d'avance. Et voilà, et San Antonio 8e n'a que 14 victoires en 33 matchs. Autant de victoires finalement que le 9e Portland, à peine une de plus que Phoenix, Minnesota, Sacramento et Memphis. C'est hallucinant la façon dont c'est serré. Ouais, très serré, très ouvert. Après. Minnesota est dans une panade terrible depuis quelques semaines. Ils avaient commencé assez bien, ils ont enchaîné les défaites comme pas possible. Est-ce qu'ils peuvent, si Karl Anthony Towns revient fort, remonter un peu au classement? Portland, on a du mal aussi à imaginer. Avec l'effectif qu'ils ont, ils sont quand même finalistes de conférence l'année dernière. On a du mal à les imaginer hors des playoffs, mais pour l'instant, ouais, ils sont à la lutte pour cette 8e place. Phoenix, si un Devin Booker prend feu, enfin voilà, c'est vraiment très serré et très ouvert. Le Thunder, ils sont 19-15, ils sont bien, ils sont 7e. D'un autre côté, on sait que c'est une équipe qui peut tout envoyer valdinguer dans le mois qui vient. Chris Paul, Danilo Gallinari, c'est des Steven joueurs. Adams. Voilà, c'est des joueurs qui sont soit en fin de contrat, soit dans une situation compliquée. Donc, est-ce que c'est pas là le spot à prendre, Sandro ? Je pense que effectivement, pareil, en fait, les 7 premières places me semblent à l'Ouest plutôt verrouillées. Après, pour la 8e, donc le Thunder, tu les vois dedans. Ouais, si ça ne bouge pas, je vois pas pourquoi ils seraient pas dedans, parce qu'en fait, les autres équipes qui sont derrière, j'ai l'impression que ça patine un peu, donc c'est un peu compliqué. Mais évidemment, s'ils envoient Chris Paul ailleurs ou qu'ils envoient Steven Adams ailleurs, je pense que ça va être très 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 compliqué. Je sais pas qui voudra récupérer le contrat de Chris Paul. C'est exactement ce que j'allais dire. Hein. N'oublions pas que sa dernière année en 2021-2022 est à $44 millions. Donc je pense que ça devrait dissuader plus d'un contender, même deux. Mais pour le reste, je suis un peu comme vous, je verrais bien Portland remonter parce qu'il y a quand même un effectif de qualité. Ils vont récupérer probablement Nurkic après le All-Star Break, ce qui va leur faire probablement du bien aussi. Carmelo Anthony est plutôt pas mal. Il y a toujours Lillard, McCollum. Et je pense que San Antonio, qui fait une saison très moyenne, qui défend pas très bien, je pense que sur la durée, ça ne va pas tenir dans cette conférence. Je pense. Max, maintenant qu'on a parlé des équipes qui devraient ou qui pourraient se qualifier en play-off, on va juste peut-être donner quand même un peu un avis sur celles qui doivent absolument monter en pression. Je pense notamment à une équipe comme Philadelphie qui pour l'instant n'a pas l'avantage du terrain. Est-ce que d'après toi, c'est l'équipe qui peut le plus progresser sur la seconde moitié de saison ? Oui. Après, faut voir aussi ce que pourraient faire les Nets. Caris LeVert doit revenir ce samedi contre Toronto. Si Kyrie Irving revient, c'est un peu le mystère, mais voilà, c'est ce que les Nets pourraient donner avec le retour de ce duo. Mais oui, clairement, entre le potentiel, ce qu'ils alignent sur le terrain et les résultats, c'est Philadelphie qui peut faire beaucoup mieux que ce qu'ils font à l'heure actuelle. À l'inverse, on se demande si le Miami va être capable de continuer sur le même rythme. Mais voilà, après c'est vrai que historiquement, les positions qui sont occupées début mi-janvier sont très souvent celles en fin de saison. Il y a parfois un ou deux changements ici et là. Il y avait Orlando l'an dernier qui était revenu de loin sur la fin de saison régulière, mais c'est souvent assez fixé à partir de la mi-saison. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a souvent des fins de saison avec très peu d'enjeux. De temps en temps, un petit match entre guillemets à élimination directe entre équipes à la lutte pour une 8e place. Mais voilà, c'est souvent plié à l'avance. Donc voilà, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une,
2 équipes déjà qui sont pas qualifiées à l'heure actuelle, qui se qualifient ou qui sont mal en point et qui sont 5-6e et qui remontent premier ou deuxième, c'est rarissime. Donc on verra si Philadelphie peut le faire, si l'équipe a le potentiel pour le faire, c'est elle. Mais je suis un peu sceptique parce que on est à mi-saison et que c'est pas une équipe qui a énormément changé. Il y a eu Jimmy Butler qui est parti, mais quand même ils avaient tous les joueurs importants qui étaient déjà là et malgré tout ça patine. Donc c'est frustrant parce qu'on les a vus à Noël réussir le match de Noël éteindre les Bucks, Joel Embiid qui avait maîtrisé Giannis Antetokounmpo et on s'est dit quand même ils envoient un message à la ligue, ils sont capables de faire un match de costaud comme ça face à l'équipe numéro 1 de la ligue et derrière c'est ce que tu dis Max, ça enchaîne pas, ça patine, là ils sont sur une série de 3 défaites et ouais, on a du mal à comprendre. On est un peu frustré en les regardant. C'est un peu comme Portland. On a l'impression qu'ils arrivent jamais à être. Enfin, en tout cas, le 5 majeur n'arrive jamais à être bon. Tous les joueurs n'arrivent jamais à être bons tous ensemble en même temps. C'est souvent ça à Philadelphie comme à Portland. C'est la réflexion que je me faisais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand Joel Embiid est très très bon, alors Ford est très moyen. Quand Josh Richardson est plutôt bien, Tobias Harris a beaucoup de déchets. Voilà, c'est pareil. Lillard à New York a été vraiment pas bon. Avec beaucoup de déchets, par exemple, c'était il y a 3 jours, alors que Carmelo Anthony était très bon. Voilà. Ils n'arrivent pas à trouver une espèce d'alchimie au sein du 5 majeur pour l'instant. Ces 2 équipes-là qui ont pourtant des effectifs très riches. Si vous voulez mon avis, messieurs, moi j'ai l'impression que le vrai problème, c'est Ben Simmons, dont on ne sait pas encore quel joueur il est vraiment. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est un meneur de jeu. Alors, on en doutait quand il est arrivé dans la ligue. On a très vite vu qu'en fait, ce serait sa position, sa première position et son unique position. Mais un meneur de jeu, est-ce qu'il influence vraiment le jeu de son équipe ? C'est très compliqué à gérer. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il ne le sera pas cette année All-Star. On en parlait avant, alors qu'il l'était l'année dernière. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'ils arrivent, que Philadelphie, qui devait être le principal concurrent de Milwaukee, risque d'être un peu court, sauf grosse progression. C'est donc la question que je posais. Pour l'instant, on est parti vers une finale avec les Bucks. On en a déjà parlé. On est parti sur une finale avec les Lakers. On en a déjà parlé. Messieurs, je vais commencer par toi, Max. On est le 3 janvier, voilà, c'est ça, on est 3 janvier. Est-ce que pour toi, on peut avoir autre chose qu'une finale Bucks-Lakers à ce jour, dans 6 mois, dans 5 mois Oui, bien sûr. Merci de me rappeler l'évidence, mais est-ce que tu y crois, toi ? Oui, j'y crois parce que y a un truc qui est quand même si les Lakers ont un effectif assez incroyable, qu'ils ont un énorme duo pour les guider. Historiquement, les équipes qui ont été absentes des playoffs pendant plusieurs années et qui reviennent, la première saison, c'est généralement assez difficile. C'est souvent pour ces équipes-là, ça s'arrête 2e tour, voilà, et ça va rarement au bout jusqu'au titre. Je prendrai l'exemple de Cleveland en 2015, qui tombe en finale. Donc voilà, il faut se réhabituer en tant que collectif à jouer des matchs pendant 2 mois ou 1 mois et demi ou 1 mois, des matchs couperés tous les soirs. Et donc cette expérience collective, il faut qu'elle se construise. Et les Lakers ne l'auront pas cette saison, donc ils ont des individualités exceptionnelles. Mais au moment des playoffs, ça suffit pas forcément tout le temps. Donc on verra si ça peut le faire pour eux. Voilà, les Clippers ont pas mal changé avec Paul George et Kawhi Leonard qui sont arrivés. Mais en tant qu'équipe, que franchise, ils ont l'expérience des playoffs ces dernières saisons où ils ont franchi un tour de temps en temps, où ils ont été là. Voilà, donc c'est quelque chose qui, je pense, sera important pour les Lakers et qui pourrait leur manquer et faire que on ne les verra pas en finale malgré leur bon bilan jusque-là. Ils ont d'ailleurs un petit peu ralenti récemment. Ils ont commencé à avoir quelques pépins physiques et les résultats s'en sont ressentis. Donc il faudra voir de ce côté-là aussi ce que ça donne. Tu es d'accord, Gaëtan, Bucks Lakers, c'est pas écrit ? Non, c'est pas écrit, rien n'est jamais écrit. Moi, j'ai plus tendance à y croire, d'enfoncer les portes ouvertes. Non, mais moi, j'ai un peu plus tendance à y croire tout de même pour les Lakers, parce que Max parlait d'un facteur important qui est l'expérience. Et si on regarde l'effectif très riche des Lakers, on a des joueurs qui ont connu les finales NBA, qui ont connu les titres comme Rajon Rondo, Danny Green avec San Antonio et les Raptors l'année dernière, même Quinn Cook ou Jamal Magui, même si c'était dans des rôles mineurs, ont été champions avec Golden State. Dwight Howard est allé en finale, LeBron James bien sûr. L'expérience dont je parle, c'est l'expérience collective. En tant que groupe, en tant que joueur individuellement pris un par un, bien sûr, ils ont une expérience de fou. C'est vraiment le collectif d'avoir vécu ces moments-là ensemble et de savoir comment tout le monde réagit, ce qui fonctionne pas, etc. Moi, je donne mon avis personnellement. J'avais donné ça en pronostic de pré-saison. Je reste sur les Clippers.
en finale. Voilà, Sandro, tu me suis? Oui. Et contre les Bucks? Contre les Bucks aussi, ouais, parce que je pense que à l'Est, les Bucks ont une arme inarrêtable, en fait, qui est Giannis Antetokounmpo. Je pense que ce serait quasiment impossible de l'arrêter, à part si Philly retrouve un niveau un peu plus acceptable, on va dire, surtout en play-off. Mais je l'avais dit en début de saison, j'adorais cette association Kawhi Leonard, Paul George, plus, comme l'a dit Max, ce qui est très important en play-off, c'est le vécu. Et Montrezl et Lou Williams ont montré l'année dernière qu'ils en avaient dans le ventre en play-off, et avec cette expérience-là, plus celle de Kawhi Leonard, Paul George, sachant qu'il y a une trade deadline, comme on l'a dit, et que les Clippers peuvent aussi se renforcer, comme les Lakers, parce que ce sont les deux. On parle de l'arrivée de Darren Collison, voilà, d'ailleurs, qui est un bon meneur qui sortirait de sa retraite de témoin. À un moment, on va peut-être voir André Iguodala bouger de Memphis pour aller dans l'un des deux Los Angeles, à voir lequel. Mais évidemment, si par exemple les Clippers arrivent à attirer Darren Collison et André Iguodala, ça changerait énormément la donne. Et même sans ces arrivées-là, je continue à les mettre au-dessus, juste parce qu'en fait, je pense qu'ils sont en rodage. Et puis, il y a toute cette histoire de load management avec Kawhi. Ça prend un peu plus de temps, mais je pense qu'au final, en play-off, ça va envoyer pas mal, comme on dit. Donc, la saison régulière terminera le 16 avril. Le début des playoffs, c'est le 19 avril. La finale, elle, débutera le 5 juin. Pour l'anecdote, si jamais les Bucks vont en finale, ce sera la 3e fois de l'histoire de la franchise, mais aussi la première qu'ils joueront contre une équipe de l'Ouest. Ouais, je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais les Bucks ont joué 2 finales pour l'instant. Ça a été contre Boston et contre Washington, puisqu'à l'époque, Milwaukee était une équipe de l'Ouest, et c'était tellement logique que Houston était une équipe de l'Est. Bon, c'était vraiment une autre époque. L'événement suivant dans le calendrier de la NBA, ce sera la cérémonie des récompenses, même si on sait que tout aura été plus ou moins dévoilé auparavant. Ce sera autour du 25 juin, ce sera la 4e édition. Les 3 finalistes de chaque catégorie auront été annoncés mi-mai, au milieu des playoffs, à peu près au même moment que la loterie de la draft. Je propose qu'on fasse un rapide survol de chacune des catégories. Pour l'instant, MVP, Max, comme l'année dernière, ça se joue entre Harden et Antetokounmpo, avec favori pour Giannis, ou peut-être un LeBron. Qu'est-ce qu'on en sait ? Bon, c'est le trio, on va dire, mais pour l'instant, ça semble promis à Antetokounmpo, parce que ça pourrait être le meilleur joueur dans la meilleure équipe, en plus de tout ce qu'il accomplit à titre individuel. Donc voilà, ça ferait la différence quasiment à coup sûr avec un Houston, un Harden à Houston, voilà. Et aux Lakers, les responsabilités sont quand même beaucoup plus partagées entre James et Anthony Davis que ce que Antetokounmpo peut partager avec ses coéquipiers. Donc voilà, pour le moment, ça lui semble promis. On verra s'il y a blessure, baisse de niveau, etc. C'est le favori. Anthony Davis pourrait pas être élu meilleur défenseur. Est-ce qu'on voit plutôt Rudy Gobert rester ? Il y a des tendances ? C'est un peu c'est un peu le Gobert, Davis et les joueurs dont on parle. Antetokounmpo, Leonard. Il le voulait aussi, voilà. Mais si Antetokounmpo est MVP, je pense pas qu'ils lui donneront le défenseur de l'année en prime. Donc voilà, c'est pareil. Je pense que le prime au sortant, là aussi pour l'instant. Mais c'est vrai que je pense que ça va se décider là dans les 2 mois qui sont les 2 mois les plus importants de la saison où tout se verrouille. Sandro, 3e titre, je viendrai à toi Gaëtan juste après parce que la catégorie t'est destinée. Pour l'instant, on va pas juste revenir sur le meilleur défenseur. Sandro, Rudy, une 3e fois d'affilée. J'y crois pas trop. Ouais, je vois ta tête là. Ouais. Enfin, vous la voyez pas, mais c'était explicite. Non, mais comme d'habitude, il sera dans les nommés, il sera sûrement bien placé, mais c'est tellement dur déjà 2 fois de suite, c'est déjà assez énorme. Et je pense que cette année, il a démarré un petit peu. Le démarrage de Utah, je pense, va lui porter un tout petit peu préjudice, même si là, il a retrouvé son niveau, en tout cas défensivement, il est très 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 bon. Mais c'est vrai qu'Anthony Davis à côté déjà a des stats assez exceptionnelles, notamment les stats défensives. Il tourne à presque 3 comptes par match. Il a 2,6, 2,7, ce qui est quand même assez colossal. Et non, je pense que en plus, si LeBron James n'est pas MVP, je pense qu'il y aura forcément un petit trophée qui va s'égarer chez les Lakers. Moi, je vois Davis. Oui, moi aussi. Franchement, je vois Davis. En plus, il y a pas vraiment de. Enfin, il y a débat, mais c'est un énorme défenseur et ça sera tout à fait logique. Juste pour plaider rapidement pour Gobert, il tourne à sa meilleure moyenne de rebonds en carrière. Là, en ce moment, il est quasiment à 15 rebonds par match. Je trouve qu'il a énormément progressé aussi sur la défense des petits quand il y a un changement en défense.
qui se retrouve face à un mismatch dans les déplacements latéraux. Il est capable de plus en plus de tenir des joueurs plus petits, plus vifs. Alors ça se voit pas forcément sur les stats, mais il a aussi beaucoup progressé là-dessus. Une fin de match comme contre Portland où il fait un peu tout défensivement, je pense que c'est quelque chose qui marque pas mal les votants. Et Utah, la nuit dernière, il met encore 2 contre que les 2 saisons dernières. Donc je suis pas sûr que les résultats collectifs et bien sûr il faut que Utah fasse une bonne saison, mais voilà, en termes de résultats, ils sont mieux à ce stade de la saison cette année que les 2 saisons dernières. On aura largement l'occasion d'en reparler. Gaëtan, je reviens vers toi, puisque il y a 2 joueurs dont tu as parlé, Bam Adebayo et Shai Gilgeous-Alexander, qui sont parmi les favoris pour celui de joueurs ayant le plus progressé. Si tu devais choisir un des 2. Bam Adebayo, mais j'aurais presque envie de choisir Devonte Graham de Charlotte qui est passé. Alors lui, c'est un sophomore, donc c'est sa 2e année, donc c'est normal qu'il part de rien pour arriver. Il y ait une grosse progression, mais il était même pas à 5 points de moyenne la saison dernière. Il est presque à 20 avec des gros cartons au scoring, des tirs décisifs encore la nuit dernière face à Cleveland. Donc presque Devonte Graham, mon favori. Ça se joue entre lui et Adebayo, je dirais. Sandro, t'as parlé de Lou Williams, Montreal en disant qu'ils avaient beaucoup de caractère, ou un autre mot qui commence par C, on l'avait vu en play-off. Tu les vois encore une fois à la bataille pour le titre de 6e homme. On a parlé aussi de Derrick Rose, Dennis Schroeder, Goran Dragic, tout ça. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas facile. Oui, je crois que cette année, c'est vrai que en termes de statistiques, les 2 Clippers sont très bien, comme Dennis Schroeder d'ailleurs. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le donner à Goran Dragic, qui fait une super saison en sortie de banc à Miami. On l'attendait titulaire, parce qu'il était titulaire déjà depuis 3 saisons au Heat, sans aucune discussion. Kendrick Nunn s'est imposé dans le 5 majeur. Et lui, il a accepté son rôle de 6e homme et il se débrouille extrêmement bien. Je trouve qu'il est très très bon dans la second unit de Miami. Il tourne presque à 16 points de moyenne avec des stats qui sont très Dragic au final, c'est-à-dire 5 rebonds, 5 passes. Ça lui ressemble assez bien et ce nouveau rôle lui correspond tout aussi bien. Donc, franchement, là, comme ça, je dirais Goran Dragic. Max, il reste un trophée. Enfin, du moins, je parle pour les joueurs, on ne parle pas des entraîneurs ni des dirigeants. C'est celui de rookie. Est-ce que Ja Morant peut ne pas l'avoir ? Si Zion Williamson revient d'ici une semaine et qu'il casse tout pendant toute la fin de saison, que New Orleans remonte jusqu'à une place de qualifié, voilà, c'est le seul scénario, je pense, qui à l'heure actuelle apparaît assez improbable. C'est le seul scénario qui peut priver Morant de ce trophée, je pense. Est-ce qu'on pourrait parler d'un trophée un petit peu dévalué sur le coup par manque de concurrence, ou Morant c'est un vrai bon rookie qui mérite ? Non, c'est pas du tout. Enfin, je trouve pas dévalué. Il y a eu plusieurs saisons où on s'est posé la question, notamment quand Brogdon l'a eu, où voilà, il y avait des difficultés à trouver vraiment des joueurs qui avaient émergé. Mais là, sur un Ja Morant, je trouve pas du tout que c'est au rabais. Il y a un RJ Barrett qui fait aussi plutôt une très bonne saison vu le contexte. Donc non, je trouve que c'est un honnête trophée de rookie de l'année. Comment faire une meilleure transition entre le rookie et la draft de l'an prochain ? Ce sera l'événement suivant, à la fin du mois de juin. Je pense toujours au Barclays Center, je ne pense pas me tromper. Comment on l'annonce, la draft, Max, de ce que tu en sais aujourd'hui ? Est-ce qu'on attend des gros joueurs ? Est-ce qu'on attend un gros niveau global ? Est-ce qu'il y a de la curiosité ou pas ? Oui, après, comme d'habitude, ce sont sans doute les joueurs qui évoluent directement aux États-Unis ou un LaMelo Ball qui est déjà connu ici, qui vont... le petit frère de Lonzo. Voilà, qui joue en Australie, qui a décidé d'aller en Australie plutôt qu'en universitaire ici, qui font l'actualité pour le moment. Nos petits Frenchies ont un petit peu, notamment Théo Maldon a un petit peu baissé par rapport à ce qu'on le voyait par le passé. Donc voilà, je pense que c'est maintenant que ça va commencer à en parler pas mal, parce que aussi il va y avoir la fin de saison NCAA, donc c'est le moment où on tourne l'attention vers les joueurs universitaires et les jeunes joueurs qui vont débarquer, que la saison régulière NBA commence à vivoter un peu. Donc voilà, à partir de mi-février, et puis pour la March Madness, on va s'intéresser beaucoup à ces jeunes joueurs. Et c'est vrai que sur ce qu'on a vu ces dernières années, pour ceux qui n'évoluent pas aux États-Unis,
c'est un moment où on a tendance à plutôt glisser et l'intérêt se centre sur les joueurs qui évoluent en universitaire en NCAA. Comme Cole Anthony, on en parlera, Anthony Edwards ou l'Italien Nico Magnon, mais pas James Wiseman qui a été attendu un moment, un pivot qui est attendu numéro 1, qui a quitté l'université et qui maintenant attend d'aller en NBA en s'entraînant individuellement. Gaëtan, combien de Français on peut espérer avoir en plus l'année prochaine ? Alors, Max a évoqué le cas de Théo Maldon, il y aura aussi Killian Hayes, sont nos 2 meilleures chances de françaises d'être draftés, top 20, peut-être top 10 pour l'un des deux. Donc normalement à ce niveau-là, on part en NBA l'année d'après. Normalement. Moi, je vois peut-être Killian Hayes être drafté un peu plus haut que Théo Maldon. J'ai l'impression qu'il est plus davantage déjà prêt, que ce soit physiquement, en termes de maturité. Il est parti jouer à Ulm en Allemagne où il dispute l'Eurocoupe cette année, la 2e Coupe d'Europe. Et il est meneur titulaire. Il a été formé à Cholet. Il a commencé sur le poste 2. Il est en train de parfaire cette transition vers le poste de meneur avec succès. Il tourne à 13 points de moyenne en Eurocoupe, 6 passes décisives. Voilà, c'est le meneur titulaire d'une équipe qui joue, qui est à la lutte au play-off en Allemagne. Moi, je pense que il a un peu l'avantage sur Malédon. Après, je pense que l'avantage, c'est surtout le profil, non, un peu. Ouais. Parce que c'est quand même un plus fort scoreur que Malédon. C'est ça, il a un premier pas plus rapide, meilleur défenseur, je pense. Malédon a pour lui l'expérience. Voilà, il joue des matchs d'Euroleague avec l'Asvel. L'Euroleague, la 2e meilleure compétition au monde derrière la NBA. Donc voilà, il emmagasine, et puis dans une équipe qui gagne des matchs. Donc il emmagasine une expérience folle, mais voilà, sur le profil, je verrais peut-être plus Killian Hayes devant. Donc Hayes, Malédon, c'est les 2. Après, il y a quelques joueurs annoncés 2e tour, peut-être Malcolm Casalon, Abdoulaye Ndoye. Dernièrement, moi j'étais au Mans, j'ai croisé le grand journaliste de ESPN, Mike Schmitz, qui était justement venu le voir et qui a fait un papier derrière dessus. Donc il y a des choses qui vont bouger. Kylian Tilly, suivant la marche Manesp, qui joue à Gonzaga, qui est l'une des meilleures facs cette année. Donc qui est obligé de se présenter cette année, Kylian Tilly. Et s'il est senior, c'est sa 4e année. Ouais. Max, on va presque finir par toi, puisque il y aura le dernier sujet, ça va être la Free Agency 2020, donc de l'été prochain. Elle n'est pas annoncée énorme parce qu'on a un Anthony Davis, mais je crois que personne ne le voit vraiment partir des Lakers vu le projet entamé. Et derrière, on se retrouve avec des DeMar DeRozan, André Drummond. Je ne parle que des joueurs qui ne sont pas restricted, donc c'est-à-dire des joueurs qui peuvent vraiment partir. Ou Gordon Hayward ou Paul Millsap, ça fait pas trop rêver. J'ai pas l'impression que ce sera l'été qui tue en NBA. Non, l'été dernier a été tellement dingue, et des joueurs ont quand même signé pour plusieurs années, des joueurs très très importants. Donc c'est vrai que ce sera un peu plus maigre cette année. Donc ouais, non, il y a quelques joueurs avec des player options, comme on dit, genre Gordon Hayward, des choses comme ça. Mais non, ça va être de 2e ou 3e catégorie par rapport à ce qui s'est passé l'été dernier en termes de free agency. Il peut y avoir des trades toujours, mais non, on s'attend à un été plus calme que le précédent, ce qui est pas trop compliqué à réaliser. Donc en gros, il faudra attendre peut-être 2021, où là, les joueurs qui auront lancé des projets, donc LeBron, Kawhi Leonard, Paul George, arriveront dans leur 3e ou 2e année de contrat. Giannis aussi. Giannis aussi. Donc Giannis, tu penses qu'il aura pas signé ? Pour l'instant, il peut être libre à ce moment-là. Voilà, s'il est libre, ce sera à ce moment-là. Eh ben, on a déjà prévu donc finalement le podcast du 3 janvier 2020. T1, puisque maintenant on est en 2020, il faut que je m'y mette moi-même. Voilà, donc messieurs, merci beaucoup d'avoir fait ce rapide tour. J'espère que vous n'avez pas été trop perdus dans les différents thèmes. Voilà. Et la semaine prochaine, je pense qu'on reviendra à un sujet plus classique, mais on a largement le temps de vous en reparler. Merci messieurs, encore une fois, bonne année et à bientôt.